Et à chaque fois qu'on a fait des grèves dures, longues, reconductibles, c'est ce qui a pesé sur l'économie, on a réussi. Donc je ne vois pas pourquoi on n'appliquerait pas aujourd'hui une tactique qui marche. Et si, je dis bien si, Laurent Berger ne veut pas suivre cette tactique, peu importe, on y va avec ceux qui veulent. Aujourd'hui, on a suffisamment convaincu l'opinion publique. Il n'y a aucune raison, il n'y a aucun obstacle qui empêche à ce qu'on appelle politiquement partout dans le pays à bloquer l'économie capitaliste, à aller sur la grève reconductible. Rien. Bonjour à tous, on vient d'arriver à la manifestation parisienne. On voit que les cortèges sont importants, on n'a pas encore les chiffres de la manifestation, mais on va aller voir différents secteurs, différents syndicalistes, différents manifestants pour leur poser cette question. Demain, la loi va passer à l'Assemblée nationale ou par 49.3. Qu'est-ce qu'on fait après ? Quels sont les premiers bilans de cette première séquence et surtout comment s'organiser et comment faire battre en brèche Emmanuel Macron sur cette réforme. Demain, la loi elle va passer, que ce soit par 49.3 ou par un vote, on va dire, normal. Qu'est-ce qu'on fait après ? Non mais nous, on n'a jamais été sur le processus, enfin sur le planning et le timing du gouvernement. Ils votent leur loi s'ils veulent cette semaine. De toute façon, on savait que c'était inévitable par le 49.3. Ce qui serait scandaleux, ou avec une majorité très limitée. Nous, on n'a jamais été liés à ce timing-là. Nous, on continue le combat jusqu'à ce que le gouvernement il renonce à sa réforme. Ok, alors mon nom c'est Gauthier Takela, T-A-2-C-H-E-2-L-A. Je suis conducteur sur la ligne H à Paris Nord et FO Cheminot. Qu'est-ce qu'on fait après-demain ? Qu'est-ce qu'on ferait le 16 ? Je pense que c'est une question qui se pose en ce moment même dans les assemblées générales, d'ailleurs. La majorité des assemblées générales qui en parlent, aujourd'hui, les grévistes sont en grève jusqu'au retrait de cette loi. Donc peu importe les artifices, les artefacts constitutionnels qu'on peut trouver, il est hors de question de s'arrêter tant que ce projet de loi ou cette loi est sur la table. Donc a priori, on reconduit. Si effectivement ça passe, je pense qu'il ne faudra pas arrêter parce que quelque part, c'est que le début en fait. On sait qu'ils vont nous préparer d'autres réformes qui seront encore plus injustes. Donc Laurent Berger il disait qu'il reconnaîtrait la légitimité du vote s'il y en a un. Tu te reconnais pas là-dedans du coup ? Alors, oui et non, effectivement, la légitimité sur quoi en fait ? Parce que, ok, Macron il a été élu démocratiquement, mais on sait qu'il a été élu avec 20% des votants en fait. Et ça a été un vote par défaut. Qu'est-ce qu'on fait après une fois que cette loi elle est passée ? On continue. On continue, si la rue elle est à la hauteur de l'enjeu et de l'objectif, une loi qui est passée, des décrets d'application qui ont été votés, le passage au Conseil constitutionnel, tout ça le peuple peut le retirer. On a l'exemple qui n'est pas si vieux que ça du CPE en 2006 où les décrets d'application étaient passés, la loi a été votée et parce qu'il y a une mobilisation exceptionnelle avec la jeunesse, qui est un élément extrêmement important, une donnée très importante, et on a réussi à faire retirer une loi. Donc ça prouve aussi que d'ailleurs il faut se déconnecter des calendriers patronaux et gouvernementaux. Eux ils sont à leur rythme. Nous le rythme c'est le rythme effectivement de la mobilisation et je pense que effectivement demain ce n'est qu'une étape. Évidemment on aurait préféré le retirer avant mais c'est absolument pas une fin en soi et tout est possible dans les semaines qui suivent. Voilà, le CPE ça a pris des mois derrière, malgré qu'il soit passé, ça a pris des semaines et des mois pour construire la contre-offensive et faire reculer le gouvernement. Et comme a dit un camarade Frédéric Lordon lors du meeting, il a dit le printemps arrive et au printemps il y a un mois de mai et voilà, j'ai trouvé cette phrase magnifique et j'espère que voilà, c'est qu'un début, il faut continuer le combat. Est-ce que c'était finalement que l'échauffement ? Est-ce que finalement c'est terminé ? Je n'en ai aucune idée, moi je souhaite qu'on gagne parce que derrière sinon ça va être très dur. Il y a des militaires à Calais qui ont fait un exercice grandeur nature avec des chars et autres. On voit à quoi ils se préparent, on voit c'est quoi ce qui arrive derrière l'attaque du droit de grève, l'attaque de la loi immigration, la loi travail et autres. Et si on veut mettre un frein à tout ça, un coup d'arrêt et obtenir des choses nouvelles, va falloir chercher ce second souffle, va falloir chercher ce courage, cette détermination et cette stratégie commune, cette coordination commune. Et j'invite tout le monde, tous les secteurs qui entendent ce discours-là, qui entendent ce message-là, à s'en saisir et puis à rejoindre le réseau pour la grève générale. Il ne nous appartient pas, il appartient à celles et ceux qui veulent le faire. La Fédération des ports et docks, vous avez appelé à 72 heures de grève cette semaine. Pourquoi c'était important pour vous de maintenir ce rythme important ? Parce qu'on est inscrit dans la lutte depuis le 19 janvier, qui est la première initiative interprofessionnelle.
même si on avait déjà de toute façon nous interpellé l'ensemble des travailleurs et des syndicats sur la nécessité de mener à un moment donné un combat, puisqu'on savait que le président préparait ses réformes. Et de semaine en semaine, on a élevé le niveau de mobilisation et d'action. Voilà, et comme on était dans un temps fort cette semaine vis-à-vis du processus législatif, il était important qu'on émette à chaque fois un cran supplémentaire. Et donc là, avec ces 72 heures d'arrêt de travail, opération port-mort jeudi, arrêt des heures supplémentaires, c'est exceptionnel depuis le 19 janvier. Et on décidera de la suite vendredi, puisqu'on a une nouvelle assemblée générale au niveau des dockers, des portuaires, et puis on essaye aussi de mobiliser dans les autres branches de la fédération. On est en grève reconductible, c'est-à-dire que les collègues, on a une mission de service public pour les distributeurs d'élec ou de gaz. En fait, l'électricité, le gaz va arriver chez les gens. Donc ça, on continue de l'assurer. Par contre, on est sur les actions Robin des Bois, les coupures ciblées, les manifs, les occupations de sites. Là, depuis lundi, on est tous les matins sur le site d'Issy-les-Moulineaux, l'incinérateur, qui est censé produire de la chaleur en brûlant les poubelles. Bah là, ça fait depuis une semaine, il en produit plus. Donc là, le chauffage, c'est le gaz qui a pallié. Donc là, ça coûte de l'argent aux capitalistes. Donc on continue, on lâche rien. C'est quoi la clé pour gagner contre Macron aujourd'hui? Comment on peut débloquer la situation et vraiment mettre le pays à l'arrêt? C'est quoi les choses qu'il faudrait faire selon toi? Se coordonner tous ensemble, comme il y a déjà un réseau de grève qui a été créé, justement pour coordonner tous les secteurs dans toute la France. On sait tous que les cheminots, les raffineurs, les électriciens, les dockers, ça suffira pas pour faire reculer Macron, il faut d'autres secteurs. Comment selon toi on peut ramener, je sais pas, la métallurgie, plus de professeurs, d'autres secteurs qu'on voit habituellement moins dans les manifs? Comment on fait pour les ramener dans la reconductible? Moi, j'ai pas la solution miracle, sinon tu te doutes bien que c'est ce que je ferais. Maintenant, la question, elle est intéressante. Je pense que de toute façon, il faut revenir à la base. Les grévistes sont en grève, mais nous, on ne prône pas la grève canapé, on prend de la grève par l'action, par l'action de conviction, c'est-à-dire d'aller voir d'autres salariés pour les convaincre, par l'action de visibilité, comme hier, ce qui s'est fait, etc. Tout ça, ça participe à un tout, à une pression sociale, médiatique, etc. Ça déclenche tout un tas de choses, tu vois. Il y avait Laurent Berger qui faisait preuve d'une certaine impuissance il y a quelques jours en disant qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut qu'on appelle partout à ce que nous on fait dans l'énergie, à ce que les ports et docks font, à ce que les éboueurs font, à ce que les cheminots font, c'est-à-dire appeler à la grève reconductible de tous les secteurs, que chacun puisse s'inscrire dans une grève reconductible à hauteur de ses moyens, comme il le peut, par rapport à sa profession, par rapport aux réalités de sa profession, et qu'effectivement des appels extrêmement clairs des centrales syndicales appellent aujourd'hui, et on aurait déjà dû le faire bien avant, à confédérer les luttes et à aller vers la grève générale reconductible, à bloquer l'outil de production dans le pays. Voilà. De fait, l'intersyndicale aujourd'hui elle tient. Laurent Berger il a dit qu'il reconnaîtrait la légitimité du vote s'il y en avait un. Est-ce qu'il faut rester dans cette intersyndicale jusqu'au bout? Est-ce qu'au bout d'un moment ça peut pas être aussi un point mort pour la mobilisation? Nous à Paris, dans la CGT Énergie Paris, on a toujours trouvé qu'il fallait absolument pas se caler sur le plus petit dénominateur commun. C'est-à-dire qu'au début on va pas faire les démagos, au début qu'on soit toutes les organisations syndicales, ça pèse effectivement sur l'opinion. Mais aujourd'hui, si la condition de rester avec Laurent Berger, c'est de renier la grève reconductible, c'est pas d'aller sur une grève dure. D'ailleurs, il condamne, je l'ai entendu, il condamne toutes effectivement les actions coup de poing et autres. Ça n'a aucun intérêt. Maintenant, effectivement, après avoir mis plusieurs fois 3 millions, on a dépassé ce stade-là. Là, aujourd'hui, maintenant, il faut effectivement lever notre classe sociale, quelle que soit effectivement son entreprise de rattachement, et aller vers la grève générale reconductible. Nous, c'est ce qu'on fait depuis des semaines. C'est ce qu'ont fait les copains de la RATP, de la SNCF, effectivement, il y a 3 ans. Ils nous ont montré le chemin. Et à chaque fois qu'on a fait des grèves dures, longues, reconductibles, c'est ce qui a pesé sur l'économie. On a réussi. Donc, je ne vois pas pourquoi on n'appliquerait pas aujourd'hui une tactique qui marche. Et si, je dis bien si, Laurent Berger ne veut pas suivre cette tactique, peu importe, on y va avec ceux qui veulent. Aujourd'hui, on a suffisamment convaincu l'opinion publique. Il n'y a aucune raison, il n'y a aucun obstacle qui empêche à ce qu'on appelle politiquement partout dans le pays à bloquer l'économie capitaliste, à aller sur la grève reconductible. Rien. Je te sens un peu excédé par peut-être c'est les journées, c'est le fait que les choses n'avancent pas, mais comment on peut aussi renforcer l'axe de la reconductible? Parce qu'on sait que pour l'instant, il y a 5 fédérations qui ont appelé à ce mouvement-là. Pour l'instant, le mouvement il a du mal à dépasser ces 5 fédés. Comment on fait pour aller plus loin que ça? Je pense que nous, à nos niveaux à nous, moi je peux te répondre en tant que base,
c'est multiplier les actions interprofessionnelles. Cette semaine, lundi, tu étais avec nous. Il y a les copains, les cheminots de Gare du Nord, Sud et CGT qui sont venus rejoindre le piquet de grève des énergéticiens à Paris. On était avec les copains Sud et CGT de Gare de Lyon il y a quelques semaines. On a fait une action effectivement commune le 9 février avec les copains de la RATP, de l'énergie, donc nous, les éboueurs, les égoutiers, tous ensemble. Donc voilà, maintenant nous, au niveau des bases, notre rôle, notre devoir impérieux, c'est d'aller répandre et essayer de mobiliser partout dans les unités de production, dans l'interprofessionnel, au-delà même effectivement du champ des 5 fédérations à la grève reconductible. Maintenant, moi, ce que j'attends de mon représentant général, à savoir Philippe Martinez, c'est qu'effectivement, il prenne ses responsabilités et qu'il ne fasse pas peser la grève reconductible sur 5 fédérations, mais bien sur la confédération CGT. Aujourd'hui, la tactique, c'est bien, c'est amorcé, on a lancé les premiers pas. Maintenant, il faut aller droit devant et bloquer l'économie. Et c'est du devoir, effectivement, des représentants syndicaux qui se réclament d'un syndicat de classe et de masse de réclamer, d'exiger effectivement cette position et cette stratégie-là. Je vais te donner une petite anecdote. Je discutais avec un collègue à moi, c'est mon voisin qui est professeur. Enfin, il est élève dans une école un peu. Et donc du coup, c'est compliqué pour lui de faire grève. Il me dit c'est compliqué, je suis dans le privé, tout ça. Par contre, s'il y a le 49.3 qui passe, il m'a dit moi je suis dans la route tous les jours. Et je pense que c'est le genre de choses qui vont petit à petit radicaliser le mouvement et par l'action des grévistes, parce que nous, on a besoin que le mouvement à un moment il aboutisse, parce qu'on perd du pognon, et aussi par les actions même de ce gouvernement qui est le plus dur de la 5e République. Moi, je fais pas de pronostic, j'ai pas de boule de cristal, je sais pas quel va être le moral des gens demain. Est-ce que ça va être l'explosivité que redoutent les bureaucrates syndicaux ou est-ce que ça va être la démoralisation que souhaitent de ses voeux Emmanuel Macron et aussi Marine Le Pen et l'extrême droite de manière générale? J'en ai aucune idée. Moi, ce que je vois, c'est que les gens aujourd'hui ne sont pas résignés, sont pas démoralisés, pardon. Il y a un peu de résignation néanmoins parce qu'ils voient que le plan tel qu'il est, il ne permettra pas de gagner. Et donc voilà, j'espère que le réseau, il va servir aussi à toutes ces personnes qui peuvent avoir de la résignation, de transformer cette résignation en une boussole stratégique, en une boussole politique, en se disant c'est pas fini. Là, on n'a pas de boule de cristal, mais on lâchera rien. Voilà. On n'a pas de boule de cristal, mais on continuera quoi qu'il arrive, c'est ça? Bah oui, il faut parce que en fait, on en discute régulièrement avec des camarades ou les salariés, mais ça dépasse purement la réforme des retraites. C'est un choix de société et on voit bien que on crée des sociétés à plusieurs vitesses et qui favorisent qu'une certaine élite et oublient les autres. On voit les désastres dans les hôpitaux, l'éducation, n'en parlons pas. Et c'est tout ça qui se cache derrière tout ça en fait. Merci. Il est clair que maintenant, il faut faire une convergence de toutes les luttes. Il y a la retraite, il y a les salaires, les conditions de travail qui sont atroces dans certains secteurs et surtout les conditions de travail qui régressent notamment chez Airbus. Et il faut les mettre en avant. Il y a la retraite, évidemment. Les salaires, c'est forcément lié avec les cotisations. Il faut absolument ajouter tout ce qu'on peut pour être dans la rue, parce que là, il y a un moment où il faut se réveiller et il faut être dans la rue, en grève, parce qu'il n'y a que comme ça. C'est pas, en effet, tu as raison, c'est pas que les journées de mobilisation, c'est la grève qui fera plier le patronat, parce que derrière le gouvernement, c'est surtout le patronat. Il y a beaucoup de syndicalistes, il y a Laurent Berger le dit, mais aussi on entend pas mal de syndicalistes dire oui, mais parler des salaires, parler des conditions de travail, parler de la loi immigration, c'est s'éparpiller, c'est partir dans un mouvement fourre-tout. Qu'est-ce que tu penses de ça du coup? Non, moi je pense que c'est idiot au contraire de penser qu'il faudrait lutter quand pour les salaires alors. Faudrait faire, là on est au 8e jour. Avec les camarades en grève reconductible, moi je suis déjà à presque 16 jours de grève aujourd'hui. D'accord? Donc qu'est-ce que je fais? Je vais faire 20 jours après. À la fin de ça, je vais rajouter 20 jours, 30 jours pour les salaires. Et puis après, je vais faire 15 jours, 20 jours contre la loi travail. À un moment donné, à quel moment on s'arrête de tout ça? Et donc c'est totalement erroné de considérer que élargir les mots d'ordre, ça ferait diviser la lutte. Au contraire, élargir les mots d'ordre, ça unifie la lutte. Ça permet à l'ensemble des secteurs, comme je l'ai expliqué, qui ne sont pas spécialement concernés ou qui se disent que le jeu n'en vaut pas la chandelle, que c'est pas une lutte qui donne envie de faire des sacrifices jusqu'au bout. C'est ces mots d'ordre-là qui leur permettent de rentrer dans la bataille. Vous, c'est ce que vous avez fait au Bourget. Vous êtes en grève en ce moment pour les deux questions, c'est ça? Non, on est en grève pour les deux questions, sur la question des salaires et de la retraite. On est en grève déjà depuis 3 mois sur des débrayages de 2 heures par service de pointe. Il faut savoir qu'en fait, avec les procédures de cessation de service et de reprise, ça cumule quasiment 4 heures de cessation. Donc on est aussi dans un impact stratégique, mais sur la durée. Et on a combiné avec la réforme des retraites. C'est-à-dire, et même en plus, on fait des journées
de 24 heures supplémentaires au-delà des journées de grève des retraites. Et depuis le 6 mars au soir, maintenant, on est en grève reconductible. Et ce matin, on a reconduit la grève jusqu'au 20 à minima et on fera un point d'étape. Et moi, dans mon secteur au Bourget, nous, on est massivement en grève. On est massivement en grève alors qu'on lutte depuis 3 mois. Mais parce que les camarades, ils savent qu'ils se battent pour leurs conditions de travail et de salaire, qu'il est nécessaire pour eux aussi de gagner sur la réforme des retraites parce que ça évitera la régression sociale aussi de manière générale. Parce qu'on sait que une victoire sur la réforme des retraites, c'est une victoire aussi sur les patrons, c'est une victoire sur la bourgeoisie, ça les mettra à la défensive et donc c'est bien aussi pour les salariés lorsqu'on lutte, même localement. Dernière question, tout le monde parle des poubelles qui s'amoncellent à Paris, mais aussi à Antibes, au Havre, à Nantes, et font peser aujourd'hui des menaces de réquisition. C'est ce que Darmanin souhaite. Qu'est-ce que vous ferez vous à la CGT Énergie Paris s'il y a des réquisitions qui tombent pour les tirus ou pour les éboueurs? Nous on a passé le message, on a eu les copains éboueurs et goutiers, les copains de la Tiru. S'ils sont réquisitionnés, il faut que toute l'interprofessionnelle aille bloquer leurs usines. Comme ça eux seront réquisitionnés mais ils ne pourront pas sortir les camions. Ça c'est ce qui s'appelle la solidarité de classe. Il faut effectivement absolument empêcher le pouvoir d'attaquer le droit de grève, d'attaquer les travailleurs qui sont actuellement partout dans les unités et dans l'interprofessionnel pour ceux qui sont en lutte, en train d'œuvrer pour l'intérêt général de notre génération, du pays, de la nation, du peuple français et de la jeunesse qui vient derrière nous. Il y a beaucoup de gens, de politiques qui critiquent aujourd'hui la grève des éboueurs. Alors on voit les poubelles s'amonceler dans certains arrondissements de Paris. Il y a même la menace d'une réquisition qui est tombée. Qu'est-ce qu'il faut faire face à ces entraves au droit de grève? Déjà bravo à tous les éboueurs, il faut continuer à accumuler les poubelles. À la limite, plus il y aura de rats dans les rues, mieux ce sera quasiment. Parce que c'est pas les éboueurs qui est un problème, c'est le gouvernement qui lâche pas et le patronat qui lâche pas. Donc c'est de leur faute s'il y a des poubelles dans la rue. C'est pas à faute des gens qui arrêtent de travailler parce qu'ils veulent améliorer leurs conditions de travail. C'est clair et net qu'il faut aller renforcer les piquets de grève des tirus et justement empêcher les réquisitions. Parce que c'est inacceptable, c'est une atteinte au droit de grève. Donc non, il faut les soutenir. Et puis tous les grévistes, même dans les entreprises du privé où on a du mal à faire des reconductibles ou à se mettre en grève, il faut aller sur les piquets, les soutenir et puis empêcher les réquisitions. Les patrons sont du côté du gouvernement. Ils mettent les encadrants pour remplacer, pour limiter la grève. Les camarades éboueurs, on leur envoie des camionnettes et des travailleurs privés, même du Var, pour venir faire le travail. Les patrons sont du côté du gouvernement pour gagner, parce qu'ils savent qu'une victoire d'Emmanuel Macron, c'est une victoire de toute la bourgeoisie aujourd'hui. Ça permettra aux patrons d'enclencher les plans sociaux, d'enclencher les réorganisations, d'enclencher les procédures de privatisation. C'est ça ce qu'ils veulent. Et donc nous, on doit être conscients de tout ça. Et c'est pour ça que toutes les grèves sur les conditions de travail et de salaire, elles permettent de massifier, de densifier et de durcir le mouvement. Parce que quand vous vous battez, non pas derrière un 49-3, non pas derrière une commission mixte paritaire ou derrière une navette parlementaire et que vous vous battez en disant au patron, moi je n'arrêterai pas la grève tant que je n'obtiens pas satisfaction, et ben oui, le patron il sait très bien qu'il ne peut pas vous endormir en vous disant ça y est, là c'est le 16 mars, ah mon ami, c'était bien ta grève mais c'est terminé aujourd'hui. Non, quand on est en grève reconductible pour les conditions de travail et de salaire, à l'image des camarades de la Sabena, il y a quelques mois en arrière, en décembre, les camarades de Géodis, 30 jours de grève, je pourrais citer énormément de grèves comme ça qui ont été victorieuses et qui ont toutes pour but commun et pour stratégie commune, la grève reconductible, des assemblées générales massives, des piquets de grève, des comités de grève, des caisses de grève pour aider à tenir. Et donc c'est un peu ça les armes qu'a le mouvement ouvrier depuis des décennies et des décennies. Et c'est avec ces armes-là qu'on a réussi à gagner dans l'histoire. En 2019, si on a mis en déroute le projet de Levoix, au-delà de la crise sanitaire, c'est parce qu'il y avait des camarades qui ont tenu 2 mois de grève. Et c'est vers là qu'il faudrait tenter. On n'aurait pas besoin de 2 mois aujourd'hui, vu la massivité et la profondeur du mouvement. Je pense que si néanmoins on avait 7 jours de grève réelle de tous les secteurs, mais appelés dans l'unité, déjà pour moi on serait dans une autre stratosphère aujourd'hui. Tu dis, je t'ai souvent entendu dire que faut passer à l'offensive et pas rester à la défensive. Ouais. Aujourd'hui pour toi le champ des possibles est ouvert? Il est ouvert. Nous, ce qu'on dit, c'est que si on arrive à les stopper, vu que Macron, c'est la contre-réforme de ce quinquennat-là pour lui. Et au-delà de ça, si on arrive à les stopper sur cette contre-réforme, on ouvre les champs à une reconquête sociale immense. Et d'ailleurs, nous, nos slogans aujourd'hui, ce qu'on réclame, c'est pas simplement préserver notre petit précaré de régime particulier. Il faut que notre régime pionnier, il soit étendu à l'intégralité de la population,
vu les richesses que produit la classe ouvrière, on a doublé le PIB en 20 ans, c'est simplement le fruit des travailleurs et des travailleuses. Et donc aujourd'hui, les régimes les plus protecteurs doivent être étendus à l'intégralité de la population. Et effectivement, on veut une réforme des retraites, mais cette réforme, elle doit s'appuyer sur nos régimes à nous, à étendre effectivement, par exemple, quand je pense ce qui s'est passé pendant la crise Covid, les caissières d'hypermarchés ont réalisé un service public et pourtant, elles n'ont pas effectivement de statut ni autre. Tous ceux qui effectivement au quotidien tiennent la France à bout de bras, le monde du travail, doivent bénéficier d'une retraite juste, d'une retraite à 60 ans, même avant, et surtout, pas seulement l'âge, avec un taux de retraite effectivement important, sans condition d'annuité, sans aucune condition d'annuité. Notre travail rapporte suffisamment pour qu'on prenne ce genre de mesures et qu'on aille sur un calendrier offensif. Et si on avait fait ça suite à la victoire de 2019, on ne serait pas peut-être encore aujourd'hui sur une grève défensive. Dans l'offensive, il y a aussi les salaires. Beaucoup de gens en parlent. Aujourd'hui, les directions syndicales refusent de dire le mot augmentation générale ou même indexation des salaires sur inflation. C'est une erreur ? Bien sûr que c'est une erreur. Nous, la preuve, on a fait 8 semaines de grève reconductible dans l'énergie et les grosses entreprises de l'électricité et du gaz au mois de novembre et décembre ont gagné une augmentation de salaire de 200 €. Et ce qu'on réclame, nous, voilà, des calendriers offensifs, tu as tout à fait raison. Ce qu'on explique, nous, c'est que par exemple, dans les slogans aujourd'hui, on devrait avoir stop à la contre-réforme, mais oui à l'élargissement des régimes pionniers et oui à l'échelle mobile des salaires, effectivement, pour tous les salariés de France et de Navarre, puisque de toute façon, même si on obtient des augmentations de 100, 150 € aujourd'hui, dans 6 mois, elles sont caduques au vu de l'inflation galopante qu'il y a effectivement sur les produits. Donc quand on parle de grève offensive, c'est construire dans les unités des bases vers le sommet des calendriers revendicatifs offensifs et que les directions syndicales, c'est leur rôle, relaissent cette volonté d'aller à la reconquête sociale parce qu'il y a une réelle volonté, au-delà même de la contre-réforme des retraites, aujourd'hui de notre classe sociale, du camp des ouvriers, d'aller effectivement arracher des conquêtes sociales pour notre génération et les générations futures, bien évidemment. Tu l'as évoqué, vous avez, avec d'autres camarades, mis en place un réseau pour la grève générale. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'était important de faire cette initiative pour vous et quel rôle, toi, tu lui vois dans les prochains jours, semaines ? C'était important déjà pour nous dès le départ. Lorsqu'on a vu que le 19 janvier, on appelait au 31 janvier, on s'est dit oh là là, ils vont pas encore nous faire la stratégie des grèves perlées, saut de mouton, etc. Du coup, on a pris nos téléphones à plusieurs camarades de différents secteurs et on a commencé à appeler nos collègues, les copains, les connaissances qu'on avait, même des anciennes luttes et autres, pour commencer à se coordonner sur un plan de bataille, c'est-à-dire au moins en tout cas sur des mots d'ordre. Et ce qui coordonne la colonne vertébrale, si je peux dire de cette manière-là, du réseau, c'est d'une part qu'on a considéré très rapidement que la massivité des journées de mobilisation n'allait pas suffire et qu'il fallait généraliser la grève, qu'il fallait élargir les mots d'ordre à l'ensemble des secteurs, de transformer cette grève en une grève politique, parce que la grève c'est politique, on a un ennemi en face de nous. Et donc nous on considérait très tôt, notamment par rapport aux difficultés de travailleurs sans papier, de travailleurs précaires et autres, qu'il fallait parler de ça, qu'il fallait parler de la situation des femmes, qu'il fallait expliquer à quel point c'était une violence aussi pour les femmes et qu'il fallait dépasser le simple mot d'ordre du retrait. Et également la troisième chose, c'est la nécessité de l'auto-organisation à la base, la construction d'assemblées générales, la construction d'actions communes et de coordination interprofessionnelle des secteurs pour décider par en bas. Quel va être l'avenir du réseau pour la grève générale ? Il aura l'avenir que les camarades veulent lui donner. Pour l'instant, on a fait un meeting important qui a réuni plus de 600 personnes en l'espace de 3 jours avec très peu de communication. Demain, on appelle à être toutes et tous devant l'Assemblée nationale, même les camarades de province ou d'autres et ailleurs qui veulent venir à Paris. Il y a des trains qui sont supprimés, mais il y a des trains qui vont permettre de pouvoir venir lorsqu'on habite à côté. Je veux dire, par là, il faut faire en sorte qu'il y ait le plus de monde possible devant l'Assemblée nationale. Cette manifestation parisienne s'achève, on n'a pas encore les chiffres, mais ce qu'on voit dans les interviews, ce qu'on voit partout dans la manifestation, c'est que cette mobilisation contre la réforme des retraites, elle a eu une croisée des chemins. Demain, la loi va passer et la question de l'après se pose avec énormément d'acuité, avec la question de que va faire l'intersyndicale. Est-ce qu'elle va continuer à appeler à des journées de grève espacées ou est-ce qu'on va enfin réussir à passer dans une toute autre dimension que serait un appel à la grève générale reconductible dans tous les secteurs. Ce qui est sûr, c'est que une des clés, c'est aussi la question des salaires. Beaucoup d'interviewés nous l'ont dit, nous l'ont confié que aussi si on veut emmener la masse des salariés dans ce mouvement, c'est aussi des revendications salariales qui seront importantes. Quoi qu'il en soit, demain,
il y a une nouvelle manifestation devant l'Assemblée à 15h. On vous y appelle avec Révolution Permanente et on vous appelle aussi à rejoindre le réseau pour la grève générale dont nous a parlé Anas, voilà, qui est un réseau qui cherche à coordonner les initiatives, qui cherche à coordonner les différents secteurs pour essayer de briser les obstacles, qui soient revendicatifs, qui soient tactiques, qui soient stratégiques, pour pouvoir aller à la victoire et pour pouvoir gagner contre Macron.